Rebonjour et bienvenue à celles et ceux qui peuvent nous rejoindre simplement pour cette deuxième partie de cette matinée consacrée à la démarche qualité dans les offices de tourisme. Et pour cette deuxième partie, nous avons de la chance, puisque un peu en exclusivité, Audrey Assemat d'Autentis, qui accompagne et qui réalise un certain nombre d'audits dans le cadre de cette démarche qualité des offices de tourisme, va nous faire un point sur les premiers retours de la question des clients mystères. Premier retour après un été qui a vu ces audits mystères se réaliser. Donc je ne serai pas plus long que ça et je vais tout de suite laisser la parole à Audrey Assemat. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie en effet d'animer cette deuxième partie de webinaire. Je vais tout de suite mettre le partage d'écran. Hop. Donc, en principe, là, tout le monde doit effectivement voir C'est cette parfait. jolie photo de ce monsieur très souriant, hein, c'est vrai, hein, c'est l'accueil en Occitanie, hein, voilà. Tel que on l'a stipulé. Alors, j'essaie juste, pardonnez-moi. Voilà. Nous allons sur ce deuxième partie, pardonnez-moi, de ce webinaire, donc voir ensemble 3 points. Donc le premier, tel que disait Pierre, c'est vraiment le bilan de ces visites mystères sur l'été 2020, à la fois sur la partie dite des points forts, mais aussi quand même, on va regarder ensemble les points de vigilance. Pour ceux qui ont assisté au premier webinaire, Christophe Marché faisait état d'ici à fin 2020 à peu près de 45 visites mystères qui seront réalisées auprès donc, de la filière Office de tourisme. Sachez que là, on va faire un bilan sur un échantillon à peu près qui est de 26%, hein, donc assez représentatif malgré tout. Dans un deuxième point, on reviendra aussi sur plutôt la notion de la gestion de ces fameux critères de réassurance sanitaire et comment procéder efficacement avec l'auditeur pour que ces critères qui, à la fois, ont quand même une importance vis-à-vis des clients et, comme vous l'avez entendu aussi pour ceux qui étaient présents en première partie, pour la direction générale des entreprises, il n'empêche malgré tout qu'il faut essayer de trouver le bon compromis pour que le débriefing de l'audit client mystère soit surtout axé sur les séquences et familles propres à l'audit visiteur mystère. Et enfin, on verra dans un troisième temps un point qui, à mon sens, est capital aussi dans la réussite, non pas à l'instant T de la visite mystère, mais surtout de votre suivi qualité, de votre dynamique qualité au sein de votre entreprise, c'est le débriefing auprès des équipes de la visite mystère. Là aussi, un petit peu comment procéder, comment communiquer. Et là, on verra 2 cas de figure ensemble. Avant ça, je vais proposer à Pierre de lancer un petit sondage. Donc, vous allez avoir une petite question et je vous remercie de prendre quelques instants pour y répondre. Pierre, je vous laisse lancer le sondage. Je ne sais pas s'il voit, voilà, il voit la question directement à l'écran, hein, je vous la lis. D'après vous, donc, dans votre structure, quelle séquence de l'audit client mystère nécessite le plus d'amélioration, c'est-à-dire concrètement là où vous devez être le plus attentif? Est-ce que c'est sur la séquence promotion-communication, la stratégie d'accueil, plutôt la partie boutique pour ceux, bien sûr, qui ont une boutique, plutôt sur ce qu'on appelle le suivi de la qualité, donc l'écoute client et la fidélisation du client, plutôt sur le développement durable ou, bien sûr, sur le dernier volet de ce référentiel qui est la promotion qualité tourisme. J'attends de voir un peu les réponses. Alors, juste, j'ai dû faire une erreur de manipulation. Il y a visiblement la possibilité de faire plusieurs choix. La règle du jeu, c'est de ne donner qu'une réponse, de prioriser la réponse, hein. Une seule réponse par répondant. Hop. Alors, moi, je ne vois pas de résultat pour l'instant, Pierre. Je ne sais pas si... Non, mais c'est exprès. Il faut me dire quand est-ce que je mets fin au vote. J'arrêterai D'accord. et je publierai. Tout le monde verra les résultats. D'accord. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sur les 106 participants inscrits ont déjà porté leur vote? Alors, il y a 68 personnes à ce stade qui ont voté. Euh, et je suis intervenu un peu trop tard, donc certains ont apporté deux réponses. Donc, D'accord. le total sera certainement légèrement supérieur à 100, mais il y a quand même visiblement des choses qui se dégagent. 70 Allez, personnes ont répondu. Vous me dites quand j'arrête. allez, on va dire 74.
Allez, plus de la moitié de toute manière se sont positionnés. On peut donc bien sûr afficher tout de suite les résultats, s'il vous plaît. Alors, fin du vote et voilà les résultats. Alors, 15% pensent que c'est sur la promocom, 36% sur la stratégie d'accueil. Vous êtes nombreux sur cette stratégie d'accueil, 8% sur la boutique, mais en effet, c'est que sur 6 participants sur les 75 répondants. Le suivi de la qualité, 28%, développement durable, 19% et promotion qualité tourisme, 16%. Eh bien, écoutez, je trouve que vous êtes, comment dit-on, très objectif. On va voir qu'en effet, les critères que vous avez positionnés, c'est vraiment les points sur lesquels on va revenir et notamment sur la partie stratégie d'accueil. Allez, voyons un petit peu les moyennes quantitatives qui vont donc faire écho, bien sûr, au sondage. Comme je vous le disais, hein, l'échantillon, c'est 26%, donc 12 audits hein, réalisés aujourd'hui. Beaucoup sont encore à faire d'ici fin décembre. Alors, je vous propose en moyenne quantitative, sur les 12 visites, la moyenne générale obtenue par l'ensemble des offices. Sur la promotion communication, on est à 85,32%. Stratégie d'accueil, 81,25% de taux de conformité en moyenne. Sur le suivi qualité et la et fidélisation du client, là où vous, par contre, vous aviez jugé plutôt insatisfaisant, on est quand même à 94,78% de taux de conformité en moyenne. Sur le développement durable, vous voyez, on est même un peu en dessous, on est à 92,17%. La promotion qualité tourisme, on est à 86,91%, on reviendra bien sûr dessus. Et enfin, sur la partie boutique, on est à 90,62%. Donc, par rapport au sondage fait, on voit en effet aujourd'hui, au travers de l'ensemble des moyennes obtenues, que le point de vigilance principal, la séquence sur laquelle les offices doivent être attentifs, ça porte bien sûr sur ce qu'on appelle la stratégie d'accueil. Il y a plusieurs raisons à cela. Et l'une des raisons principales aussi, et beaucoup le savent, c'est que c'est sur cette partie dite de stratégie d'accueil que vous avez aussi les plus forts coefficients par critère, vu qu'aujourd'hui, on a plusieurs critères qui ont des coefficients neufs, donc forcément qui vont avoir un impact plus important sur la note finale. Si on y regarde de plus près, au niveau promotion et communication, quels sont vraiment les points forts que l'on a pu observer sur ces visites réalisées cet été? Le premier, c'est quand même une attractivité assez importante au niveau des sites internet. C'est vrai que là, on a quand même plutôt des sites qui sont assez récents et sur lesquels, je dirais, les visuels ont été aussi, on a apporté beaucoup de soins à tout ce qui est visuel. Donc, on reste plutôt sur quelque chose de satisfaisant et puis aussi le référencement. Je vous rappelle que l'auditeur mystère, lorsqu'il va chercher sur Internet l'accès à de l'information touristique au travers de votre site, il va passer en ce qu'on appelle navigation privée, donc pour éviter justement d'être perturbé par les différentes autres recherches qu'il aurait pu faire. Et il va taper plusieurs mots-clés, plusieurs éléments de recherche. Il ne va pas forcément taper uniquement le terme Office de tourisme de et la commune. Il va aussi par moment utiliser des termes de référencement qui vont être découvrir et mettre le nom de la destination ou le nom de la commune. Ils peuvent également mettre que faire sur et également notifier le nom de la commune. Et dans l'ensemble, quand même, c'est vrai que là, au niveau du travail mené sur vos sites Internet, le référencement est assez, voire même très positif. Au niveau des points de vigilance, le point de vigilance le plus important et qui est d'ailleurs, qui fait partie aussi quelque part des critères un peu nouveaux hein, sur ce nouveau référentiel hein, et qui est à traiter autant dans l'audit mystère que dans l'audit complet, c'est le traitement des demandes clients sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on a un seul bureau d'information touristique, il n'y a qu'une seule demande en principe qui est faite et qui peut transiter soit par le biais de votre Messenger Facebook, soit par un chat en ligne éventuel que vous pourriez avoir, soit directement par Google My Business. Par contre, lorsqu'on a plusieurs bureaux d'information touristique, on doit le faire par au moins 2 fois, et 2 fois sur 2 bureaux distincts. Donc, on va passer généralement par le Facebook porteur de la destination, et ensuite on va prendre un autre réseau hein, social de la destination de l'entreprise et l'accès sur un bureau d'information touristique. Sur ce point de vigilance-là, le premier, c'est vraiment le délai de traitement. On a eu jusqu'à
3 jours pour obtenir une réponse à une demande sur les réseaux sociaux, ce qui, vous le comprenez, n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, la moyenne qui est acceptée, c'est sur la demi-journée pour qu'on puisse obtenir une réponse. Ensuite, j'attire vraiment votre attention sur Google My Business. Il y a sur Google My Business 2 possibilités pour l'internaute de poser, en fait, d'interagir avec le bureau ou l'office. Le premier passe par une rubrique qu'on appelle questions, où on peut poser en effet une question. Donc vraiment, on est sur ce principe d'interactivité immédiate. Et puis, bien sûr, on a la partie donner son avis. Là, je parle vraiment de l'onglet qui s'appelle poser une question. Et là, malheureusement, je dirais que dans 95% des cas, nous n'obtenons pas de réponse sur Google My Business. Donc, c'est vrai que sur cette partie d'audit, visiteur mystère, promotion, communication, la vigilance, elle porte principalement sur cette organisation que vous avez en interne, sur le traitement des demandes qui émanent via vos réseaux sociaux. Alors justement, Audrey, une question de Émilie Bazier. Doit-on répondre lorsque sur Google, on a un avis client seulement avec des étoiles? Alors, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'avis client. Je sais que c'est toujours un peu… Là, je parle vraiment de la demande réseau et pas de l'avis client. Mais la question est importante. Elle va plutôt considérer ce qu'on appelle le suivi de la qualité, la fidélisation du client. Mais lorsqu'on n'a que des étoiles sur les réseaux sociaux, on a quand même tendance à dire, et c'est le critère d'ailleurs qu'il spécifie, c'est de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Donc, aujourd'hui, on a une réunion le 13 novembre, pour votre information, justement avec Céline G. Et ce point-là très spécifique, il fait partie des questions qui est à préciser et à valider, parce que je sais que d'un cabinet d'audit visiteur mystère à un autre, il peut y avoir des demandes différentes. Donc, je préfère vraiment vous assurer une réponse définitive le 13 novembre, une fois que votre fédération ADN aura aussi validé vraiment ce qui est à faire. À aujourd'hui, sur des étoiles, à mon sens, on n'a pas de réponse à apporter parce qu'il n'y a pas un avis au sens strict du terme, c'est-à-dire qualitatif. Voilà. C'est bon, Émilie? Ok. Parlons maintenant de tout ce qui concerne les points forts et les points de vigilance sur la fameuse séquence qui concerne les stratégies d'accueil. Donc, comme vous l'avez identifié, 80,25%, c'est le point qui aujourd'hui est sur lequel il faut être plus attentif. Sur les points forts, décrochage rapide. Dans 100% des cas, on a eu un décrochage au bout de la 4e sonnerie et on n'a jamais eu d'attente. Donc, pour le coup, très bonne gestion entre l'accueil physique et l'accueil téléphonique sur ces visites cet été. Une très bonne identification également des offices de tourisme, même si certains ont des destinations, on va dire, avec des termes un peu longs, il n'empêche qu'on arrive toujours à bien comprendre où nous sommes. Dans 100% des cas également, un accueil aimable et souriant, donc du personnel qui sait se montrer accueillant. Le niveau de langue a également été évalué de manière très satisfaisante, notamment l'anglais. C'est vrai que là, tous les tests qui ont été faits en anglais, on va dire à quelques exceptions près, se sont conclus par beaucoup de satisfaction. Et puis, finalement, un point aussi important, c'est la signalétique d'accès. Nous avons toujours trouvé les offices de tourisme sans aucune difficulté. Donc ça, c'était aussi très positif. Par le passé, parfois, la signalétique pouvait être plus problématique. Donc, un bon accueil et surtout, je dirais, un accueil qui est assez rapide et immédiat, que ce soit à distance ou bien sûr en face à face lors de la présentation. Au niveau, par contre, des points de vigilance. Alors, les 3 premiers, j'ai envie de dire, ils vont un peu ensemble. Hein. L'exploration de la demande du client, la reformulation et l'élargissement de la demande du client, ça reste aujourd'hui un des points sur lequel, concrètement, et d'un point de vue purement mathématique, vous perdez le plus de points. Ce sont des 3 critères à coefficient 9 et qui se notent de très satisfaisant à très insatisfaisant. Donc, on a effectivement des points de 3 en 3 qui vont se faire. Et dans beaucoup de cas, les offices sont soit 0, soit plus 3 points sur ces critères-là. Je rappelle qu'il est très important que le personnel qui est à l'accueil écoute réellement le client pour
comprendre son besoin, poser des questions et pouvoir derrière apporter une réponse qui est à la fois personnalisée et adaptée. On a eu trop souvent, hélas, des réponses qui étaient immédiates, sans aucune recherche préalable, et donc souvent, malheureusement, qui ne correspondaient pas réellement à, on va dire, notre scénario, c'est-à-dire notre typologie de clientèle, par exemple famille ou avec des personnes handicapées ou seniors ou couples. La reformulation reste une action, à mon sens, difficile encore dans les offices de tourisme, hein. Elle est très, très peu faite, que ce soit en accueil téléphonique ou en accueil physique. Donc ça aussi, il faut retravailler vos équipes sur les différentes modalités de reformulation et tenter de les appliquer. Et l'élargissement de la demande, c'est-à-dire qu'en effet, à la fin de l'entretien, une fois qu'on a répondu initialement à la demande du client, pouvoir un peu lui proposer, autre chose. Alors c'est vrai que cet été, là où vous ouvrez d'habitude sur la partie dite animation événementielle, c'était bien évidemment un petit peu plus limité, mais il y a toujours possibilité de donner, en fait, de susciter l'envie du client de découvrir, une nouvelle chose sur votre territoire. L'autre point sur lequel, on a constaté, un certain nombre de manquements, alors c'est facile à remettre en place, c'est l'affichage d'un plan extérieur. Là aussi, ça fait partie des critères, nouveaux. Alors, c'est un critère qui vous stipule que vous devez afficher, les numéros d'urgence, en extérieur, vos horaires d'ouverture et puis à la fin, il y a marqué également: «Et un plan». Donc ce qui n'était pas demandé au préalable, qui est demandé donc depuis, la refonte du référentiel donc, en octobre 2019. Voilà, donc soyez-y attentifs, ça aussi, souvent ça a été absent. Enfin, on a également la personnalisation des échanges écrits. On a eu beaucoup de réponses écrites, que ce soit courrier, postal, disons, plutôt impersonnelles, parfois même sans la reprise du client. Donc là aussi, à être attentif sur cette personnalisation. Les moyens de paiement aussi, souvenez-vous-en, ils doivent être affichés à l'intérieur aussi de l'office de tourisme, mais pas qu'en extérieur. Dans 90% des cas, ils étaient qu'en extérieur et pas à l'intérieur. Et puis, uniquement pour ceux qui sont déjà marqués qualité tourisme, c'est-à-dire uniquement pour les visites mystères qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle plutôt le renouvellement et non pas d'adhésion. N'oubliez pas également que le logo qualité tourisme doit être présent dans vos courriers, mais également dans la signature de vos emails. Donc ça aussi, ce n'était pas des critères obligatoires par le passé, ça l'est devenu avec le nouveau, et on a souvent identifié un manquement là-dessus. De manière également plus pragmatique sur ces points de vigilance, le point numéro 4, le point numéro 6 et le point numéro 7 sont facilement rattrapables dans le cadre du client mystère, vu qu'il suffit d'envoyer une preuve à votre auditeur client mystère une fois l'audit passé. Pour les autres, vous le comprenez, c'est beaucoup plus difficile. Donc là aussi, pour ceux qui devraient passer leur audit visiteur mystère d'ici la fin de l'année ou courant 2021, resensibilisez bien vos équipes sur les 3 premiers points, exploration, reformulation et élargissement. C'est vraiment là où souvent vous allez être le plus en déficit et donc bien sûr perdre beaucoup de points. Le suivi qualité et la fidélisation client, donc 94,78% des cas, c'est un très beau score sur cette partie-là. De manière claire, on voit que les offices de tourisme, vous êtes habitués, hein, c'est vraiment dans l'ADN des offices que d'être à l'écoute du client, que ce qu'on appelle ce fameux questionnaire de satisfaction, c'était vraiment une habitude que vous aviez au sein des offices et que ça s'est plutôt bien maintenu avec quelques loupés cette année, mais loupés qui sont plus liés à la crise sanitaire et donc est-ce que je dois donner du papier, pas du papier, donc ça c'était un peu par moments compliqué, mais qui pour le coup n'engendre rien sur voilà, la motivation, l'ADN que vous avez. Au niveau des points forts, donc quand même l'outil de recueil de la satisfaction, il est quasiment présent dans tous les offices de tourisme, soit effectivement papier, soit dématérialisé, soit via des affichages pour accéder directement à vos sites d'avis en ligne, que ce soit TripAdvisor ou les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt bien fait, plutôt bien mis en avant.
Sur les sites d'avis en ligne aussi, là, on a quand même aussi une bonne présence, hein. Vous êtes bien présent sur vos sites d'avis en ligne. On a plutôt un bon suivi et des 12, du retour des 12 offices que je vous fais, c'est la gestion des réclamations, ce qui, à mon sens, c'est vraiment l'outil aujourd'hui qui est également le mieux maîtrisé, hein, au sein du réseau des offices de tourisme. On prend vraiment en compte la réclamation client, que ce soit une réclamation pour l'office ou une réclamation vis-à-vis d'un tiers. Il y a une très bonne gestion qui est faite. Ça, c'est vraiment des vrais points forts. Au niveau du point de vigilance, là aussi, ça fait partie des nouveaux critères de ce référentiel. C'est qu'à la fin de l'échange avec le client en face à face, il est demandé à ce que le conseiller en séjour propose spontanément l'outil d'écoute client, justement au client qu'il a en face. Ça a été souvent non fait concrètement. Donc là aussi, c'est dans votre procédure, il faut réinsister sur le fait qu'on doit proposer au client d'accéder par quelque forme que ce soit à cet outil d'écoute. Audrey, un exemple de reformulation, un exemple concret de phrase. Par rapport à tout à l'heure, de la reformulation. Oui, pardon. Ouais. Alors, je vais prendre deux cas de figure. Je vais prendre un cas de figure de reformulation, par exemple, au téléphone. Parce qu'on a au téléphone, il y a un principe de reformulation qui peut être simple et qui peut être lié à, par exemple, à un envoi qu'on va faire au client, que ce soit un envoi postal ou un envoi par email, en lui disant, voilà, en collectant son adresse, on va pouvoir lui spécifier, comme convenu, je vous adresse. Et ça va permettre de repointer la documentation qu'on va lui envoyer en lien avec l'échange que nous avons eu. Donc ça, c'est une première solution, mais ça, c'est uniquement par téléphone. Et en face à face, ça va être plus quand on va lui remettre aussi la documentation, où on peut utiliser cette reformulation-là, ou après, c'est des cas de figure plus spécifiques, puisque la reformulation, elle peut être aussi au fur et à mesure de l'échange, et bien prendre en compte que reformuler, c'est pas répéter machinalement ce que le client a dit, c'est juste rebondir dessus. Donc, la petite phrase qu'on avait qui disait « si je comprends bien ce que vous voulez », on peut aussi tout simplement dire « pour vous et votre famille, l'idéal serait de… ». La reformulation, ça peut simplement être en reprenant un contexte, une situation, la typologie du client. Et donc, se faire au fur et à mesure de l'échange et pas forcément qu'à la fin de l'échange avec le client. Oui. Merci Audrey. Je reviens donc sur le suivi qualité et la fidélisation client. On était sur les points de vigilance, donc la proposition spontanée du document, mais également donc on avait tout ce qui concerne aussi que le client soit bien informé. Donc là, c'est plus de l'affichage en interne à avoir en complément. Dans les points de vigilance aussi, il y avait l'hôte exerce son droit de réponse sur les sites d'avis. Et là, ça concerne principalement les avis justement positifs. En général, quand les avis sont négatifs, vous êtes assez réactif et vous apportez une réponse au client. Par contre, c'est vrai que quand l'avis est positif, on a moins de régularité dans les réponses. Ou, pour revenir sur le point de vigilance numéro 4, c'est qu'on va avoir des réponses qui sont des copier-coller. Et là, on le sait, dans la gestion de la e-réputation, on a plutôt tendance à vous encourager à personnaliser un peu plus les réponses apportées à un client. Un client qui émet un avis positif, alors j'entends une rédaction positive, voilà, veillez à lui apporter une réponse, 2, veillez quand même à avoir des formulations un peu changeantes de réponse positive en réponse positive, parce que c'est vrai que ça ne donne pas forcément toujours une très bonne image de la gestion de la réputation. Le développement durable, bonne moyenne, 92,17%. Bon, après, entre vous et moi, on ne peut pas dire que la démarche qualité tourisme ne soit réellement très dense en matière de critères sur le développement durable. Malgré tout, il y en a quelques-uns. Donc, sur les points très forts, c'est que quand même, c'est plutôt bien pris en compte dans les offices, ce développement durable, en tout cas dans le fonctionnement général, que l'on constate d'ailleurs plus au moment du débriefing qu'au moment même des fameuses visiteurs mystères, parce que dans ce cadre-là, c'est souvent moins identifiable. Ça l'était encore moins cette année où, pour certains, les fameux corners développement durable ou environnementaux
a été quand même plutôt enlevé compte tenu de la situation. Malgré tout, on sent qu'il y a vraiment une prise en compte. Au niveau des points de vigilance, il y en a 3 principaux qui ressortent. Un, c'est que si on retrouve souvent les moyens d'accès sur le territoire, par avion, par train, par transport en commun, après on retrouve plus difficilement les moyens dits de circuler dans le territoire avec des moyens de transport en commun ou de mobilité douce. Donc c'est peut-être là-dessus sur lequel un effort est à faire en matière d'information. J'arrive sur votre territoire, je veux poser ma voiture ou je suis arrivée en train. Est-ce que j'ai une solution de déplacement? Bien sûr, liée à tout ce qui va être mobilité douce, transport en commun. Pour ceux qui sont concernés, ce qui était le cas dans les visites qu'on a faites, il y a souvent aussi une carence d'informations sur les milieux naturels fragiles. Alors ça peut être par exemple en Occitanie, ça peut être la montagne hein, pour les stations de sport d'hiver, mais ça peut être aussi bien sûr pour la partie plus balnéaire et puis bien sûr pour tous ceux qui sont à proximité de parcs nationaux, régionaux. Ça serait voilà, c'est important de développer un petit peu plus cette information dédiée aux visiteurs sur cet été notamment où beaucoup d'audits ont été faits, en tout cas pour le cabinet Autentis sur la zone plutôt montagne. C'est vrai que voilà, des informations sur le bon comportement du randonneur, ce serait à diffuser peut-être de manière plus importante. Et enfin, le dernier, c'est sur votre information, de manière plus générale, hein, sur les engagements en matière de développement durable de votre territoire. Là aussi, on a parfois plus de difficultés à trouver ce type d'informations. Donc, là aussi à travailler. Ça peut être notamment via vos sites internet. Hein. La majorité d'entre vous, vous avez défini une page, une rubrique qui est dédiée à vos engagements, dans lesquels vous communiquez d'ailleurs en principe très bien sur vos engagements qualité. Peut-être pourriez-vous développer un peu plus et parler davantage aussi de vos engagements en matière de développement durable, vous et bien sûr peut-être le territoire avec toutes les initiatives qui sont faites sur vos destinations. Concernant la promotion de qualité tourisme, donc ça aussi, c'est plutôt des nouveaux critères hein, qui émanent vraiment d'un souhait de la DGE. On a quand même 86,91% de satisfaction, de taux de conformité. On va voir ensemble que les points de vigilance, c'est souvent plus lié à de la méconnaissance de l'Office de tourisme du référentiel que réellement une vraie carence. Les points forts, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est votre communication sur les mises en place, hein, sur vos engagements qualité. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant. On trouve facilement accès à cette information, notamment sur vos sites Internet. Et on va retrouver là-dessus la politique qualité d'ailleurs en général, voire parfois aussi des chartes d'engagement que vous avez dédiées spécifiquement pour vos clientèles. En matière de points de vigilance, en matière de points de vigilance, 2 points principaux. On a parfois du mal à identifier vos prestataires qualité tourisme. Voilà, ils sont parfois peu identifiés sur le territoire. Pour rappel, lorsque vous faites vos mises à jour de l'offre touristique hein, avec les professionnels, vous pouvez doubler cette actualisation aussi en allant d'ailleurs sur le site national qualité tourisme. Il suffit de faire une recherche par région, par département, et vous obtenez de la liste complète. Ça peut par moment vous permettre de faire la concordance entre l'information communiquée par le client et bien sûr l'information officielle, et notamment est-ce qu'il est bien toujours marqué qualité tourisme. Donc peut-être accentuer un petit peu plus cette identification. Et le deuxième, c'est le fait que la démarche qualité tourisme, la démarche d'État, soit expliquée sur votre site internet. Ça aussi, on a souvent identifié un manquement sur le lien fait, ou parfois tout simplement, et je vous le rappelle, le site national de la marque qualité tourisme a évolué et donc de ce fait l'URL a également été changée. Donc parfois les liens que vous aviez faits peut-être il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans, ils ne fonctionnent plus et donc quand on fait la visite mystère, que l'on clique sur le lien, forcément celui-ci nous amène sur une page non disponible car le site a changé. Donc c'est une petite vérification que vous avez, je pense, tous à faire sur vos sites internet.
Et enfin, la dernière séquence, c'est la boutique. Donc là, ça ne concerne bien sûr que ceux qui ont une boutique, hein. On est à 90,62%, ce qui est quand même également plutôt satisfaisant sur cette moyenne. Les points forts, ils sont de l'ordre de 3. L'aménagement de la boutique, hein, c'est vrai que de manière vraiment très, très globale, c'est plutôt attractif, c'est bien fait, c'est joliment mis en avant, c'est bien approvisionné, hein, l'offre est bien visible pour le client. La gamme de produits est très diversifiée, donc on répond bien sûr à des attentes d'un enfant qui voudrait acheter un stylo jusqu'à en effet un souvenir un peu plus onéreux, hein, donc ça c'est bien. Et puis les articles qui sont présentés sur du matériel adapté et bien mis en scène. Je pense notamment à tout ce qui va être vêtements par exemple. Donc ça c'est vraiment les points forts. Et au niveau des points de vigilance, il y en a 2. Le premier vraiment c'est sur le fait que le personnel qui est aussi à l'accueil, donc le conseiller en séjour, est peu dans la dynamique de la vente, hein. Donc, ça répond à ce critère. Le personnel est aimable, disponible et attentif aux besoins de la clientèle. Il est capable d'apporter des renseignements sur les produits proposés à plusieurs reprises, alors que nous arrivons dans l'office en tant que client. Nous nous promenons, hein, si je peux le dire ainsi, dans la partie ou dans la zone dite boutique, ou restons plus près de cette zone en regardant les différents produits. Et il est très rare que le conseiller en séjour qui est disponible soit spontanément dans une proposition d'accompagnement à l'achat. On va avoir une proposition spontanée pour un conseil, un traitement d'une demande, mais plus rarement pour la partie réellement vente. Et c'est là un des points sur lesquels vous devez, à mon sens, travailler. Et enfin, le deuxième point qui est souvent également manquant, c'est que sur vos sites internet, vous devez présenter l'espace boutique. On s'entend bien. Présenter, il n'est pas demandé à ce que la vente boutique soit possible au travers du site, c'est juste une présentation que peut-être, pourquoi pas, dans la rubrique contact, à la fin, là où il y a aussi marqué vos horaires d'ouverture, on puisse également avoir une information, retrouver également nos offres produits, notre boutique et mettre quelques offres en avant pour donner l'information au client. Audrey, est-ce que tu confirmes que la boutique sera systématiquement auditée, quel que soit son chiffre annuel, son chiffre d'affaires annuel? En visiteur mystère, oui. Oui, tout à fait. À partir du moment où on rentre dans l'office, dans le bureau, en fait, hein, et qu'on identifie qu'il y a un espace de vente, parce que je vais l'appeler espace de vente, alors l'auditeur mystère, oui, il auditera cette partie-là. Là aussi, d'ailleurs, juste pour rebondir, ça fait aussi partie des points que nous, cabinet d'audit, avons fait remonter, cabinet d'audit mystère, hein, pardonnez-moi, que nous avons aussi fait remonter à ADN pour clarifier quand même ce point-là vis-à-vis des offices, ce qui me semble aussi important et la question est pertinente. On va passer à la deuxième partie, à moins qu'il y ait quelques questions complémentaires sur ce retour des visites mystères. J'ai fait assez synthétique, mais voilà, je vous encourage. Une question à laquelle je n'ai pas répondu, Audrey, c'est une question de Fred du Lot. Elle pose la question sur le plan du territoire de compétences. On est sur la commune ou plan du territoire de compétences ou de la commune du BIT? Le plan, c'est-à-dire, je ne comprends pas la question, pardon. Alors, la question de Fred, c'est plan du territoire de compétences, point d'interrogation, ou de la commune du BIT. Pardon, le plan, l'affichage du plan, oui, pardon. Ça va dépendre beaucoup de la zone, en fait. Si on est sur un village qui dispose déjà d'un plan, alors on va pouvoir mettre le plan de la commune, mais on sait également que sur certains territoires, on a des BIT sur des communes, un, qui ne nécessite pas de plan, puisqu'il n'y a qu'une voie principale et l'église, ou deux, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et là, on préconisera le plan du territoire, c'est-à-dire de la destination de l'OTI. Voilà. Là, ça va vraiment dépendre de ce dont dispose l'office et aussi de la pertinence à l'avoir. Le plan, il a pour objectif que lorsque le client arrive sur le territoire et que, par exemple, l'office serait fermé, il a bien un plan en extérieur qui lui permet de se repérer. Et donc, en effet, s'il n'y a qu'une voie principale,
il n'y aura pas forcément de nécessité. Le plan du territoire, alors, sera bien plus pertinent. Autre question de Solène Bidard. Non, pardon, c'est de Lucie. Lucie, comment l'auditeur évalue les réclamations un auditeur mystère? Il en fait une? Alors, il peut en faire une, mais on s'est aperçu que c'était quand même assez délicat parce que, vous l'avez compris, on fait un débriefing quasi immédiat. Donc, ça ne laisse pas le temps à l'OT finalement d'enclencher sa procédure de traitement. Donc, en tout cas pour notre part, dans les audits qu'on a fait, on fait la vérification au moment du débriefing. Finalement, un peu comme ça l'est au moment de l'audit complet, avec simplement identification des preuves. Donc, nous demandons aux offices le dernier dossier réclamation traité pour vérifier la date de la réclamation client, la date de la réponse office, le suivi qui a été apporté et bien sûr, dans la majorité des cas, le tableau complet de gestion des réclamations. Donc, mais c'est plus au moment du débriefing où ce point est vérifié. On est bien d'accord. Et je reviens sur le plan. Donc, on est bien d'accord que le plan peut être la borne en vitrine. Tout à fait. Oui, quand je parle d'un affichage, c'est vrai que vous faites bien de préciser, ça peut être aussi des affichages numériques, hein. C'est tout à fait possible. Si je peux cliquer pour récupérer l'information. Ce qui n'est pas validé, c'est les télés qui font des diaporamas. C'est-à-dire où l'affichage n'est pas permanent ou où l'affichage ne peut pas être sélectionné par le client. Donc, une borne tactile extérieure parce que j'en ai vu des extérieurs, c'est-à-dire vraiment qui ne sont pas vraiment à même l'office, mais par exemple à l'entrée de la station, ça peut aussi bien sûr le valider, hein, à partir du moment où c'est géré par l'office de tourisme. Une dernière question de Christelle Lacabane des Hautes-Pyrénées. Lors des visiteurs mystères, est-ce que l'auditeur peut demander à voir les procédures, notamment lors du débrief? Oui, il peut, si en effet, après, il peut, tout à fait. Christelle, il peut faire la demande. Maintenant, l'audit mystère, il ne faut pas oublier quand même que c'est un constant à un instant T. C'est vraiment ça le but précis de l'audit mystère. Donc, ce n'est pas parce qu'on va demander la procédure accueil que ça va nous valider que l'accueil et le traitement de la demande est bien fait. Par contre, si on n'a pas pu identifier, et c'est le cas des réclamations, là, on peut le demander. Mais bon, c'est quand même très rare qu'on fasse la demande des procédures. Elles ne nous servent que peu au moment du visiteur mystère, vu que le visiteur mystère, c'est lui qui vérifie finalement quelque part ce qui est fait. Voilà. Ouais. Merci Audrey, tu peux continuer. Alors, j'en viens sur la partie sur les critères de réassurance sanitaire. Alors, là, l'idée, c'était, voilà, on en avait discuté avec Véronique, l'idée, c'était plus aussi de vous aider à comment dire, à travailler avec l'auditeur sur cette partie de réassurance et en effet, faire en sorte que au moment du débriefing de la visite mystère, ce soit peut-être pas la séquence qui va demander le plus de temps avec l'auditeur. Vous l'avez compris, ce sont en plus des critères qui, et on l'espère tous, de toute manière, ne seront que temporaires, vu qu'ils sont quand même très spécifiques à ce qu'on appelle la crise sanitaire Covid-19 et pas forcément à la gestion des risques au sens plus général. Je vous avais repositionné rapidement cet élément, mais c'est vrai que Céline G a déjà repositionné très clairement pourquoi l'État avait eu le souhait de mettre en place ces critères de réassurance sanitaire. Et en effet, aujourd'hui, on les retrouve sur l'ensemble des filières de la marque Qualité Tourisme. Et ils n'impactent en rien la note Qualité Tourisme. Ça aussi, vous pouvez être rassurés. Quand Céline, ce matin, a fait la présentation, elle vous a parlé de 2 outils aussi pour vous auto-évaluer. Elle a parlé du document qui se retrouvait directement sur la plateforme de la DGE, auquel vous avez accès, mais également d'un document Excel qu'elle a envoyé à vos relais territoriaux et qui permet aussi de faire une auto-évaluation. Alors, je vais juste, du coup, changer mon partage d'écran. Voilà. Alors, je vous partage là donc le fameux document dont parlait ce matin Céline G, qui est donc simplement une petite grille Excel, toute simple, mais qui rebalaye tous les critères de réassurance sanitaire. À mon avis, et ce que je vous recommande de faire, c'est d'envoyer à votre auditeur déjà cette grille
compléter. Ça va avoir deux objectifs. Le premier, ça vous assure d'avoir bien pris connaissance de l'ensemble des critères de réassurance sanitaire qui vont être identifiés, observés et évalués dans le cadre de la visite mystère, mais pour peut-être certains d'entre vous aussi dans le cadre de l'audit complet. Et ainsi, de vérifier que vous n'avez finalement rien omis, rien oublié, mais également de faire en sorte que, du coup, l'auditeur, lorsqu'il va venir, le visiteur mystère, porte son intérêt vraiment à faire cette observation liée aux preuves que vous lui avez dites, et puis de compléter au moment du débriefing que sur des petits points plus spécifiques sur lesquels il aura besoin d'informations ou peut-être de preuves complémentaires. De manière plus rapide, je vais essayer d'aller vite parce qu'il est déjà 12h13, en fait, je n'avais pas vu l'heure. Sur ces critères de réassurance sanitaire, il y a tout ce qui concerne l'information, la promotion, donc les affichages qui sont traduits en langue étrangère, soyez-y attentifs, ça aussi c'est très important, il faut que ça le soit. Et également sur vos sites internet, qu'il y ait une information spécifique liée à cette crise actuelle et donc aux conditions d'accueil, ça fait partie des premiers critères qui sont ici. Il va y avoir tout un tas également de critères de réassurance qui concernent l'accueil. En règle générale, et là, c'est vrai qu'ils l'ont déjà dit ce matin, mais vraiment, félicitations au réseau des offices de tourisme. Vous avez été extrêmement, comment dire, efficace hein, dans la mise en place de ces fameux protocoles, que ce soit celui de l'État et bien sûr complété par celui d'ADN. Il y avait beaucoup de confiance quand on vient visiter un office. C'est vrai que le travail qui a été mis en place était très satisfaisant en termes de respect, de nombre de personnes accueillies simultanément, de port de masque, de plexiglas, de distributeurs de gel à différents endroits des offices, permettant vraiment de se sentir en sécurité chez vous. Ça, c'était très positif. Et vous retrouverez dans les critères de réassurance, bien évidemment, tous ces points-là. N'oubliez pas qu'il y a aussi des critères qui ne vous concernent pas. Pour une raison simple, c'est que ces critères, ils ont aussi été mis pour toutes les filières. C'est-à-dire que toutes les filières ont tous les mêmes critères de réassurance. Donc, je prends un exemple simple, mais le critère qu'on voit ici qui concerne les ventilateurs collectifs, en effet, dans 100% des cas, il n'y a aucun office qui dispose de ventilateurs collectifs. Soyons très clairs là-dessus. Là où vous devez être attentif, et je vais y venir, parce que voilà, par exemple, sur la documentation en libre service, il n'y a pas d'interdiction, hein, il faut juste que vous ayez mis des solutions dessus. Ça concerne plus, hop, donc il y a tout ce qui concerne les dispositions de management, donc la direction qui nomme un référent protocole sanitaire. Donc ça, il va falloir qu'on l'identifie au sein de l'entreprise. Que la direction a pris connaissance du protocole national de déconfinement pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Donc, ça sous-entend que par rapport à ce que demandait tout à l'heure Christelle sur l'accès aux procédures, pour le coup, là, l'auditeur, quand vous lui mettez dans l'auto-évaluation que oui, vous avez bien téléchargé et enregistré les documents, il peut bien évidemment demander à ce que vous sortiez le protocole national de déconfinement. Vous devez vous assurer de l'avoir au sein de l'entreprise. La direction fournit les moyens nécessaires pour s'assurer de la maîtrise du risque Covid. Donc là, c'est principalement ce qu'on appelle les EPI, hein, les équipements de protection individuelle qui doivent être remis aux équipes, mais également parfois certaines consignes qui doivent être proposées aux équipes, pourquoi pas dans le cadre de l'échange de monnaie, de la transmission de la documentation. Pareil, ça peut être au moment du débriefing que l'auditeur va vous demander les preuves, mais si vous lui avez déjà communiqué via l'auto-évaluation ce que vous faisiez, ça va déjà lui permettre d'orienter ces questions et donc de gagner du temps sur cette partie plus spécifique. Le critère 229, c'est peut-être sur celui-ci sur lequel j'insiste parce que c'était parfois une carence qu'on a pu identifier dans les offices. Si vous étiez plutôt très bon sur l'ensemble des mises en place, sur la mise à jour de ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, le DUER, P pour professionnel, pardonnez-moi. Ça, pour le coup, on n'avait pas toujours des mises à jour à date, justement, ni du mois de mars 2020 ou du mois de juillet ou au moment en tout cas de la reprise. Donc voilà, soyez-y attentifs. Au-delà de la marque qualité tourisme, j'attire aussi votre attention que c'est une partie réglementaire et qu'en cas de contrôle de l'administration, ce document, il vous sera demandé à jour. Donc ça, c'est un point sur lequel vous devez vraiment porter attention et au moment du débriefing,
l'auditeur peut vous demander de présenter votre document unique à jour. Ça, c'est un point aussi important. Vous devrez également présenter pour le critère 231 votre procédure en cas de contamination. Donc, comment vous faites? L'auditeur peut également vous demander à voir justement la fameuse salle que vous avez identifiée comme la salle ou le coin qui isole le cas suspect avant intervention des services de santé. Donc là, vous devez aussi pouvoir être en mesure de le remettre. Et ensuite, le dernier point et le dernier volet sur lequel j'attire votre attention en matière de critères de réassurance sanitaire, c'est ce qui concerne la communication interne. Il est très bien que le référent sanitaire soit formé, informé, sensibilisé. Il est bien que la direction ait pu mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, nommer le référent et collecter l'ensemble des documents type protocole nécessaires à la mise en œuvre des protocoles. Mais il faut aussi bien sûr que l'ensemble des équipes soient sensibilisées à tout ça. Donc, les règles de bonne pratique sont affichées pour le personnel. Donc là aussi, l'auditeur peut demander à aller dans votre zone d'affiche réglementaire pour le voir. Et puis, il est également demandé à ce que le personnel soit sensibilisé ou formé aux règles et bonnes pratiques du protocole sanitaire. Donc, au plus vous allez, en amont de l'audit, pouvoir apporter un certain nombre d'éléments de preuve déjà pour l'audit client mystère, au plus, en fait, ça va faire gagner du temps. Et donc, votre débriefing sera plus concentré sur finalement les séquences qu'on a identifiées tout à l'heure, que ce soit la partie de la stratégie d'accueil, de la promotion de la communication, du développement durable, de la stratégie aussi sur tout ce qui est écoute client, et pas non plus passer trop de temps sur cette partie de réassurance sanitaire. Et enfin, et pour conclure sur ces critères, il est vrai qu'ils n'ont pas d'impact sur votre taux de conformité final, mais en effet, je rebondis sur ce qu'a dit Céline G lors du premier atelier, l'État est très attentif au moment de l'instruction du dossier, de voir quel est le taux que vous avez sur cette séquence-là, et quels sont en effet les critères qui pourraient être invalidés. Justement parce que pour eux, ils sont aussi garants au travers de la marque qualité touriste de cette réassurance sanitaire. Donc, il faut aussi, même s'il n'impacte pas le taux, il faut quand même y être attentif et vigilant. Une préparation en amont me semble nécessaire et l'auto-évaluation est l'outil idéal pour vous accompagner là-dedans. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions peut-être spécifiques sur cette partie-là. Alors, tu intrigues Audrey avec le DUERP. Et bien évidemment, donc c'est un mot à la fois bizarre, mais surtout qui intrigue les OT. Et surtout, est-ce qu'il existe des modèles types de ce document? C'est aux offices à le mettre en place tout seul? Est-ce qu'ils peuvent être aidés? Est-ce que tu peux donner des informations complémentaires par rapport à ce document? Alors, le document unique, c'est un document qui est propre à chaque entreprise parce que le premier objectif du document pour réaliser le document unique, ça veut dire que l'entreprise va déjà évaluer tous les risques qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Je donne un exemple simple, il y a des escaliers, il n'y a pas de main courante, ça veut dire que potentiellement, il y a un risque de chute. Donc, on va dans le document unique identifier qu'il y a un risque de chute et dire quelle est l'action que nous mettons en place pour limiter ou éliminer le risque. Travail sur écran, par exemple. La majorité des collaborateurs font du travail sur écran. Ça, voilà, c'est également un risque que l'on identifie dans le document unique parce que c'est par rapport à la vue. Donc, on va mettre en place aussi des actions, mettre des filtres bleus, des rehaussements d'écran, prévoir des pauses. Enfin, donc, en fait, il n'y a pas… Alors, après, je reste persuadée qu'au sein même du réseau, quand un office de tourisme a défini son propre document unique, il pourrait tout à fait le mettre à disposition pour modèle à d'autres OT, mais il y aura quand même toujours une personnalisation à faire parce qu'il dépend vraiment beaucoup de votre structuration physique, vraiment du lieu dans lequel les équipes travaillent, mais aussi parfois de certaines missions entre ceux qui partent en déplacement. Quand on doit prendre une voiture, par exemple, de société, ça veut dire qu'il y a de la conduite. Donc, ce sont vraiment, c'est ça, il faut évaluer les risques.
vous avez en général les chambres de commerce et d'industrie qui proposent des formations d'ailleurs sur ces documents uniques. Vous avez aussi bien sûr des organismes privés qui peuvent vous accompagner là-dedans. Mais voilà, je rappelle qu'au-delà d'être un document démarche qualité, c'est surtout un document réglementaire et je dirais même plutôt en lien, je crois, avec la sécurité des biens et des personnes. Voilà. C'est pas quelque chose qui est propre ni au secteur du tourisme, ni aux offices de tourisme, hein. C'est vraiment un document qui doit être mis en place dans chaque entreprise. Dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, doit avoir ce document unique. Et c'est vrai que au mois de mars, il a été demandé, bien sûr, à se mettre à jour de ce document en prenant maintenant le fameux risque Covid-19, bien évidemment. Est-ce qu'on est bon? Oui. Hop. Hop, hop, hop. Il me reste à vous partager. Je vais repartager donc, pardonnez-moi, mon autre écran pour revenir sur... Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Je ne trouvais plus l'onglet partager l'écran, pardonnez-moi. Allez. Et voilà. Dernière partie à voir ensemble, ça concerne plutôt bien communiquer donc, auprès des équipes après le débriefing visite mystère. Allez, il me reste 5 minutes pour faire ce petit point. Je vais être rapide. Donc, je vous rappelle les objectifs. En tout cas, je rappelle ces objectifs à tous ceux qui suivent ce web séminaire et qui sont référents qualité au sein des offices de tourisme. L'objectif premier, lorsque vous allez mener le débriefing, c'est de présenter les résultats à la direction et aux équipes. Je mets la direction également intégrée dans vos objectifs car le débriefing de l'audit se fait en général à l'instant T. Lorsque l'auditeur a fini la visite mystère du bureau principal, il va se dévoiler, se présenter et donc proposer le débriefing immédiat. Et c'est vrai que dans notre cas de figure et dans notre expérience, on avait plus souvent le référent qui était disponible immédiatement que la direction. Donc, c'est souvent le référent qui fait la première collecte, je dirais, le premier recueil du débriefing. Je vous rappelle également qu'au moment du débriefing, le but, c'est que vous restiez aussi dans votre rôle de référent. L'idée, ce n'est pas d'être un contrôleur, un gendarme, c'est vraiment un animateur, un coordinateur. Et il faut prendre ce débriefing comme un outil d'animation de la démarche qualité en interne. Ça me semble aussi essentiel. Vous devez faire aussi en sorte que les résultats soient vraiment ceux perçus par l'office et non pas ceux des 2 ou 3 personnes auditées. On va revenir là-dessus. Il n'est pas nécessaire de pointer du doigt les personnes qui ont pris l'appel, les personnes qui étaient en face à face, parce qu'en effet, c'est plutôt les résultats de l'entreprise que les résultats d'une personne. Il faut bien insister là-dessus. Bien sûr, c'est l'occasion aussi, lors du débriefing, de resensibiliser vos équipes aux exigences de la marque. Et puis, de faire 2 choses essentielles. 1, de définir le plan d'action que je qualifiais d'immédiat pour lever tous les écarts qui peuvent être rattrapables et donc augmenter le taux de conformité. Mais également, je vous encourage vivement à définir aussi le plan d'action pour lever les critères qui ne seraient pas rattrapables, en tout cas dans l'immédiat, mais qui pourraient l'être dans 1 an ou dans 2 ans. Je rappelle une fois de plus que vous allez avoir un suivi à 5 ans, donc autant commencer dans votre dynamique aussi à lever les écarts qui ne pourraient pas être levés immédiatement. En amont quand même de faire ce débriefing, vous allez devoir faire quelques recherches qui me paraissent essentielles et elles sont essentielles à la fois pour vous, mais parfois aussi pour le cabinet d'audit. Ça concerne par exemple les emails. Il arrive parfois que vous ayez un critère non atteint sur une réception d'email et qu'après recherche, on s'aperçoive que finalement, pour des raisons qui sont techniques, en fait, c'est l'auditeur qui ne l'a pas reçu, mais vous pouvez prouver en effet que par exemple, le mail a bien été envoyé à date et à heure. À ce moment-là, ça veut dire qu'on ne va pas perdre son temps à parler aux équipes de traitement de mail qui n'auraient pas été reçus. Mais également, je vous encourage à regarder sur la visite physique sur site, voilà, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, quel était le flux, éventuellement s'il y a eu des incidents, pour avoir, on va dire déjà, tous les tenants
liées à cette prestation et éviter ainsi que votre équipe vous présente des dysfonctionnements auxquels vous n'auriez pas même préparé finalement au moment de l'intervention. Pour ceux qui doivent d'abord le présenter à la direction avant de mener aux équipes, nous avons travaillé, et je remercie là d'ailleurs Lucie Vincent de l'Hérault avec qui on avait déjà travaillé sur cette thématique ensemble du débriefing. On a identifié voilà, une petite trame, un modèle de trame pour vous, pour faire le débriefing à l'équipe. Hein. Donc, c'est quoi? C'est rappeler à votre direction quels sont les objectifs, quelles étaient les dates des différents audits, mystères à distance, en face à face et autres. Les résultats quantitatifs, donc rappelez bien l'objectif minimal de 85%. Quels sont les points forts qui ressortent? Donc ça vous oblige à faire un travail de synthèse, bien sûr. Quels sont les écarts qualité qui ont été identifiés, l'ensemble, mais de venir après, bien sûr, sur les écarts rattrapables et dire immédiatement, vous, en tant que référent qualité, quel est le plan d'action que vous souhaitez mettre en place. Il est important quand même d'avoir peut-être fait une réunion avec la direction avant de passer avec les équipes, afin que l'échange soit aussi plus constructif une fois que vous ferez le débriefing complet aux équipes et bien sûr avec la direction. Lorsque vous faites le débriefing aux équipes, ne nommez pas les personnes auditées, ça vous le savez, mais je préférais quand même vous le rappeler. Hein. Par contre, n'oubliez pas et ne vous privez pas bien sûr de féliciter lorsque, bien sûr, cette visite mystère s'est bien passée et féliciter même, je dirais, sur les points forts que vous avez pu observer. Il y a aussi des cas de figure où l'audit mystère, hein, c'est tombé sur vous en tant que référent qualité. Hein, c'est vous qui avez été audité à distance ou en face à face. Hein. Là aussi, une fois de plus, comme on n'est pas là pour nommer une personne, pointer du doigt un individu, mais bien pour parler de la démarche globale de notre entreprise, pas la peine de spécifier que c'est vous qui a été testé. Là aussi, on vous le rappelait, l'objectif, il est collectif et pas individuel, donc soyons quand même attentifs. On ne perd pas de vue l'objectif, hein, c'est toujours progresser, bien évidemment. Au niveau de vos équipes, là aussi, on vous propose une petite trame. Alors, je vais la balayer en 7 points. La première, aussi, c'est pareil. Rappelez bien les objectifs à l'équipe. Quels sont, est-ce que c'est un audit d'adhésion, de renouvellement? Repositionnez bien ça pour qu'ils comprennent aussi la suite logique hein, de ces contrôles que l'Office va avoir par rapport à la marque qualité. Donnez aussi, bien sûr, les dates des audits à distance sur site. Parlez peut-être pas forcément des horaires pour le coup, mais uniquement des dates, puisque si on a la date et l'horaire, bien évidemment, les équipes ont facilité à identifier lequel a été testé. Faites un résumé des audits. Hein. Là, on vous demande voilà, d'être peut-être un petit peu narratif. Alors, en général, les rapports qui sont produits par les auditeurs vous aident dans ce sens, hein, parce qu'ils vous expliquent un peu comment tout ça s'est passé. Une fois que vous avez expliqué le déroulé de manière un peu narrative, vous pourrez alors présenter les résultats quantitatifs, faire état bien sûr des critères que vous n'avez pas atteints, et puis noter sur un paperboard ou présenter les écarts rattrapables afin de définir en 7e point le plan d'action correctif avec les équipes. Ce plan d'action correctif, il faudra bien sûr l'envoyer à votre auditeur pour lever les quelques écarts rattrapables et augmenter votre taux de conformité. Mais n'oubliez pas de travailler aussi à plus long terme sur les écarts qui ne seraient pas rattrapables. Christophe Marché l'a souligné en introduction du webinaire à 9h30. Et pour ma part, qui également ai le plaisir d'auditer d'autres filières, il est vrai que là aussi, les offices de tourisme, vous êtes des challengers, je dirais, et vous aimez effectivement aller au-delà du simple résultat initial. Et tous les offices, même ceux qui avaient d'ailleurs des taux de conformité très satisfaisants, ont tous porté une attention vive sur le plan d'action pour toujours être dans l'amélioration. Donc, bravo à vous. Et voilà, moi, je vous encourage aussi à bien travailler avec les équipes. Souvent, les référents qualité demandent aussi comment, au sein de l'entreprise, animer, dynamiser la démarche. Finalement, la visite mystère peut être aussi un outil d'animation pour vous, référents qualité, en tout cas à ce moment-là, c'est-à-dire au moment du débriefing, en le structurant et finalement en intégrant l'équipe dans la réalisation de ce plan d'action sur les critères rattrapables. J'ai essayé d'être assez rapide sur cette dernière partie. J'espère que ça n'était pas trop rapide et je ne sais pas s'il y a quelques questions ou si on doit clôturer incessamment tout de suite. Véronique, s'il y a quelques questions, il y a encore un peu de monde, donc c'est que
même si les gens ont peut-être faim et si l'heure du déjeuner approche, il y a peut-être des questions auxquelles il faut répondre. Véronique, on ne t'entend pas? Non, pas de questions. J'ai essayé de répondre sur le chat. Céline rappelait que les offices donc, peuvent consulter la plateforme juridique de l'espace adhérent par rapport à ce dont on a parlé concernant le DU. Après, donc j'ai essayé de répondre aux questions en direct. Donc, je rappelle simplement que l'ensemble des présentations, la tienne Audrey et celle donc de Christophe et de Céline, sera envoyée dès cet après-midi à toutes les personnes qui se sont inscrites donc sur ce webinaire. Ensuite, donc il y aura un replay qui sera sur le site du CRT, du CRTL, donc que vous pourrez donc consulter à partir de la semaine prochaine, Pierre, 2-3 jours pour le monter. Bon, j'entends plus. Moi, j'ai une mauvaise connexion. Donc, vous rappelez donc bien évidemment l'adresse du CRT sur laquelle donc on retrouvera toutes ces présentations. C'est pro.tourisme-occitanie.com où vous verrez donc l'intégralité des propos des uns et des autres. Pour ma part, écoutez, je vous souhaite donc plein de bonnes choses pour la suite. On va essayer de pérenniser donc ces temps d'échange et de rencontres avec autour de la thématique qualité, bien évidemment. On sera opérationnel à partir du mois de janvier. Tous les troisièmes mardis de chaque mois, on se retrouvera donc sur un webinaire donc, qui sera un format beaucoup plus court. On sera sur 60 minutes chrono. Et bien évidemment, tout ça avant notre rencontre, je l'espère, en présentiel, donc à Montauban, le 6 mai. Où on se retrouvera donc tous ensemble pour notre rendez-vous annuel, donc en présentiel. En tout cas, merci à tous, merci aux collègues des autres régions. Donc vraiment, on est ravis de partager ces temps. Merci à Audrey, merci à ADN, merci à Pierre, bien évidemment, mon collègue avec qui donc, je n'aurais pas pu aujourd'hui maîtriser la totalité de ce webinaire. Donc, merci à tous. À très, très bientôt. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Non, tout à fait. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.